cet événement. La première cause de la crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest, c'est la négation de la propriété, de l'appartenance du continent africain aux peuples africains par la plupart des grandes puissances occidentales et moyen-orientales depuis maintenant 6 siècles. Et la dernière agression monumentale de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, contre la Libye, puis suivie par la déstabilisation du Sahel, est une parfaite illustration de cette thèse. Parce que l'Afrique détient des richesses stratégiques, l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz, le manganèse, le plutonium, le lithium, le diamant, etc. Eh bien, beaucoup de gens en Afrique et en dehors de l'Afrique continuent de considérer que l'Afrique ne peut pas appartenir aux Africains. Mais pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, c'est parce que les défaites militaires africaines face aux agressions négrières, face au terrorisme colonial, au terrorisme néocolonial et au terrorisme impérialiste, mais également les défaites militaires des Africains face aux pires dictateurs africains, servant cet ordre criminel depuis des siècles. Ces défaites ont installé, en fait, dans les esprits, dans les âmes et dans les corps des Occidentaux, mais également de plusieurs Africains, une croyance, une ontologie de la soumission. De telle façon que il paraît presque naturel encore à des millions d'Africains et de non-Africains que l'Afrique n'appartienne pas aux Africains. D'ailleurs, les racistes sud-africains qui ont instauré l'apartheid et qui l'ont fait sévir pendant 100 ans contre le peuple négro-africain en Afrique du Sud, l'un d'entre eux, un certain Kruger, disait que l'Afrique serait un paradis lorsque les Européens pourront la développer sans les Africains. C'est-à-dire que transformer l'Afrique en paradis serait possible lorsqu'elle serait débarrassée des Africains. Alors Kruger l'a dit avec beaucoup de clarté et même avec une sincérité extrêmement abominable. La deuxième raison de la crise sécuritaire africaine actuelle, c'est l'acculturation. Le fait que les Africains n'ont pas simplement été agressés physiquement, mais ils ont été dépossédés de leurs traditions, de leurs temples, de leurs mythes, de leurs rites, de leur langage, de leurs valeurs morales. Et ils se sont retrouvés dans la situation de devoir utiliser le langage du dominant pour combattre le dominant. Ce qui est très difficile parce qu'il te faut soit subvertir, changer en quelque sorte de l'intérieur la langue du dominant pour exprimer tes objectifs, ou alors il te faut carrément rompre avec la langue du dominant pour renouer avec ta tradition, si tu veux résister. Toutes ces opérations requièrent une énorme énergie mentale, politique, économique, historique, individuelle et collective. Car en fait, l'insécurité en Afrique, et en Afrique de l'Ouest en particulier, est enracinée dans l'aliénation mentale. Sans une désaliénation mentale, les peuples africains vont continuer à reproduire le système qui détruit leur humanité. La troisième cause, à mon sens, de la crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest, c'est le fait qu'on a institutionnalisé, on a systématisé la domination extérieure à travers des institutions apparemment africaines, mais réellement non africaines, c'est-à-dire occidentales et moyen-orientales. C'est très clairement le cas de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1975, sous le paradigme de la supériorité de l'argent sur les gens, de la matière sur l'esprit. Le but de cette organisation était de faire fructifier l'argent. Et par conséquent, ce n'était pas les gens. C'était une communauté économique, une communauté d'intégration économique, inspirée par les dirigeants putschistes Yakubu Gowon du Nigeria, sous l'influence directe anglo-américaine, et putschiste Gnassingbé Eyadema du Togo, sous l'influence directe française. Donc, à partir de là, tout le monde peut comprendre que les deux pays, le Togo de Gnassingbé Eyadema et le Nigeria de Yakubu Gowon, qui ont porté sur les fonds baptismaux la CEDEAO, étaient déjà des pays eux-mêmes dominés par le consortium anglo-américain, ça c'était le Nigeria de Yakubu Gowon, et par le système néocolonial français, c'est le cas du Togo de Gnassingbé Eyadema, ancien
soldat, enfant de troupe de l'armée française, et qui a pris le pouvoir après l'élimination brutale d'un leader panafricaniste, Sylvanus Olympio, qui se préparait justement à instaurer une monnaie indépendante togolaise et à impulser un autodéveloppement en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont eux qui ont créé la CEDEAO. Il s'ensuit que dès sa naissance, la CEDEAO a été créée par les néocolonisés de la France et du consortium anglo-américain. Il s'ensuit que la CEDEAO, dès l'origine, est une organisation néocolonisée. Il n'y a pour cela qu'à voir son fonctionnement budgétaire. Rien qu'en prenant le critère du budget, et c'est valable pour l'Union africaine, vous vous rendrez très bien compte que ce sont des organisations inféodées, selon le principe de celui qui paye décide. Mais qui paye à l'Union africaine? C'est bien souvent des puissances extérieures à l'Afrique. Qui paye à la CEDEAO? Mais ce sont les aides américaines, britanniques, françaises, européennes. Ce sont ces aides-là qui constituent l'essentiel de l'apport budgétaire de ces organisations. La quatrième raison, c'est donc que la CEDEAO est au cœur de la crise parce qu'il manque un consensus idéologique dès sa naissance. Ce qui explique pourquoi cette organisation peut être aisément manipulée par des intérêts non africains, par des partenaires étrangers à l'Afrique. Dans la CEDEAO, nous avons des gouvernements par élection, nous avons des gouvernements par coup d'État civil, nous avons des gouvernements par coup d'État militaire, nous avons des gouvernements par héritage familial. Et vous ne pouvez pas imaginer que toutes ces sortes de gouvernements, ce bric-à-brac, puissent regarder dans la même direction. Dans la CEDEAO, vous avez des gens qui possèdent leur propre monnaie nationale et des gens qui ne possèdent pas leur propre monnaie nationale, dont la monnaie nationale est possédée par la Banque de France. Vous avez des gens qui sont sous occupation militaire française, onusienne, sous occupation militaire de l'armée américaine, sous occupation militaire déguisée des puissances occidentales à travers les troupes de l'ONU, et des gens qui ont refusé cette occupation. Ils sont dans la même organisation. Dans la CEDEAO, vous avez des gens qui respectent les statuts de la CEDEAO et des gens qui ne les respectent pas. Par exemple, il y a 3 structures dans la CEDEAO qui sont en cacophonie permanente les unes avec les autres. Vous avez le Parlement de la CEDEAO. Qui entend le Parlement de la CEDEAO? Personne. Vous avez le comité exécutif, la direction exécutive de la CEDEAO. Mais le directeur exécutif de la CEDEAO, c'est bien souvent le laquais du plus influent des présidents de la 3e structure et celle qui décide pratiquement de tout, contre tous et contre tout, la conférence des chefs d'État. Cette conférence des chefs d'État est dominée par des dirigeants néocolonisés. Ouattara Draman pour la Côte d'Ivoire, Bola Tinubu pour le Nigeria, Macky Sall pour le Sénégal. Avant cela, avant sa chute, Mohamed Bazoum pour le Niger. Et pendant même qu'il tremble encore, prenez Umaro Sissoko Embalo ou pour la Guinée-Bissau ou Patrice Talon pour le Bénin. Et vous avez un cocktail de dirigeants soumis à l'impérium anglo-américain, soumis à la domination néocolonialiste française, qui en réalité constitue la majorité des chefs d'État de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ceux-là prennent des décisions sans lire même les statuts de la CEDEAO. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que les statuts de la CEDEAO prévoient. Voilà comment ils se sont retrouvés en train d'imposer un embargo à des pays membres de la CEDEAO qui bénéficient en droit international de l'accès à la mer, puisque ce sont des pays enclavés. On ne peut pas les mettre en droit international. On ne peut pas mettre le Mali, on ne peut pas mettre le Burkina, on ne peut pas mettre le Niger en situation d'embargo, car le droit à l'accès à la mer est inscrit parmi les droits fondamentaux des pays sans littoral. Donc, en prenant simplement ce critère-là, en prenant un deuxième critère, la saisie des fonds souverains, la même mise sur les fonds souverains, il n'y a aucun texte de la CEDEAO ni de l'UEMOA qui autorise un État tiers à mettre la main et à bloquer les fonds souverains d'un autre État. Bon, vous prenez ces 2 types de mesures qui n'ont aucune représentativité dans les textes statutaires et vous comprenez que la CEDEAO, en fait, c'est une organisation ajuridique, c'est une organisation qui a complètement dévissé de ses propres statuts. Donc, mais écoutez, dans ces conditions-là, que faut-il faire? Que faut-il faire pour rendre l'Afrique de l'Ouest au sien? La première des choses qu'il faut faire, c'est investir massivement dans la sécurité. Il faut absolument sécuriser l'Afrique de l'Ouest
en éloignant du territoire d'Afrique de l'Ouest toutes les puissances qui, notamment à partir de l'agression de la Libye, de la déstabilisation du Sahel par l'OTAN et ses alliés, Al-Qaïda et l'État islamique, ont participé à cette grande énième déflagration. Donc, premier impératif sécuritaire. Toutes les forces politiques africaines qui ont bien compris la nature profonde de la déstabilisation et sa continuité par rapport à la colonisation, par rapport à la traite négrière, doivent unir leurs forces pour créer un bloc sécuritaire. Deuxième élément extrêmement important, mais ils créent ce bloc sécuritaire pour défendre leur souveraineté. Le principe de souveraineté doit être sacro-saint. Il s'agit de rendre aux peuples africains et aux dirigeants qui sont l'émanation réelle, les entrailles de ces peuples, la décision. Troisième niveau, alors on peut construire des institutions de prospérité commune. On peut mettre en commun des moyens pour se donner une monnaie, des moyens pour se donner une politique de défense de l'espace commun, des moyens pour se co-développer en complémentarité en fonction des spécificités économiques de chaque territoire. Et là, on peut donc bâtir les nouvelles institutions de la Renaissance africaine, telles par exemple d'abord une confédération d'États et par la suite une fédération. J'ai démontré aujourd'hui à Moscou que l'Alliance des États du Sahel est précisément l'organisation qui a adopté cette méthodologie. L'argent n'y a pas été placé avant les gens. Ce qui a été placé avant tout, c'est la défense de la paix et de la sécurité. C'est la défense et la restauration de la souveraineté africaine. C'est la mise en commun des moyens pertinents des puissances africaines pour créer un espace dans lequel ils fassent bien vivre pour toute Africaine et tout Africain. C'est la réinvention des institutions africaines sur la base de la tradition, c'est-à-dire de la conscience, de la plus haute connaissance multimillénaire de la terre d'Afrique. J'ai montré que l'Alliance des États sahéliens, contrairement à la CEDEAO, offre une perspective de stabilité, une perspective de paix, de sécurité et de prospérité aux peuples africains. Et qu'il était souhaitable que les grands alliés du Mali, du Burkina ou du Niger, que sont par exemple la Russie, la Chine, l'Iran, etc., il est souhaitable que ces alliés acceptent de jouer fermement toutes les cartes nécessaires pour délivrer, aux côtés des peuples africains en lutte, cette région du monde de la prédation qu'elle subit depuis des siècles. Alors, voilà globalement, si vous voulez, la démonstration que j'ai donnée, permettant à chacun de comprendre pourquoi la CEDEAO a échoué et pourquoi maintenant en Afrique de l'Ouest, ce dont on parle, c'est de l'Alliance des États sahéliens. Par la suite, il y a un très grand débat qui a eu lieu entre les différents participants, parce qu'il y avait dans la session de cet après-midi, lors de ce séminaire, il y avait 4 participants qui chacun a donné sa lecture, tantôt économique, tantôt institutionnelle, sa lecture systémique de la situation de l'Afrique de l'Ouest. Et par la suite, il y a eu un débat très intéressant avec l'Assemblée. Je crois que vous aurez bientôt, en tout cas, la version anglaise de mon intervention, car en fait, on a parlé essentiellement en anglais et en russe pendant les travaux. Vous aurez la version qui me semble avoir, en effet, profondément touché, non pas simplement la raison, mais également le cœur de ceux qui s'étaient déplacés à la Fondation Gorchakov pour nous écouter ici cet après-midi. Mes chers amis, voilà ce dont je voulais vous parler. Je voulais vous faire, d'une certaine façon, profiter de ce que nous nous sommes dit. Et je vous remercie éventuellement d'avoir pensé à partager tout ceci avec, avec vos amis sur le réseau Telegram. Voilà. Maintenant, je m'en vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je ne vais pas en dire plus. Et ce sont des journées bien chargées. Je vais essayer de bénéficier d'un bon repos, d'autant plus que demain, je donne ma dernière intervention devant l'Institut des études africaines. Là, on parlera tout simplement de philosophie africaine contemporaine à l'adresse des chercheurs en sciences politiques et en philosophie politique de l'Université de Moscou.
Je vous remercie. Vous en aurez également un écho, bien sûr. Portez-vous bien. Merci.